On va enchaîner et répondre à cette question, c'est-à-dire, mais que veulent donc les Français? À quoi aspirent-ils pour leur logement? Alors, notre ami Antoine Desbarrières est là. Il est le directeur général de Qualitel. Il va essayer de répondre à cette question. Je ne sais pas comment, des présentations, comment on fait. Alors moi non plus, je ne sais pas. Bonjour, peut-être qu'elle est à la suite. Non. Si, oui, alors juste après, on va dérouler rapidement. Voilà, oui. Non, on va y arriver. J'ai vu que c'était un petit peu instable, donc on va éviter de sortir du PowerPoint en mode présentation. Voilà. Nous y voilà. Bien, donc j'espère que vous m'entendez. Vous voyez la présentation. Donc effectivement, je dirige Qualitel. Qualitel, c'est une association qui œuvre pour la qualité du logement en France depuis 1974, créée par l'État, qui œuvre principalement par la certification du logement au travers des marques NF Habitat, NF Habitat HQE, mais aussi par l'information du public sur ce qu'est la qualité du logement, et puis de façon plus accessoire par la formation professionnelle. Et cette association est plutôt institutionnelle, elle compte parmi ses membres les acteurs de l'offre du logement, les acteurs de la filière construction, donc syndicats, fédérations professionnelles, l'État qui est à l'origine de la création, et surtout les associations de consommateurs représentant des usagers de l'habitat. Et donc c'est à ce titre que nous avons, au-delà de l'activité de certification, souhaité observer sous un angle bien particulier, qui est celui de la qualité du logement telle qu'elle est appréciée par les Français dans leur logement. Donc nous avons souhaité observer ceci depuis quelques années en partenariat avec Ipsos au travers d'un outil qu'on appelle le baromètre Qualitel Ipsos, dont je vais vous communiquer quelques résultats essentiels et plus récents. Alors ce baromètre, il est construit à partir d'une méthode, d'un outil qu'on appelle le Qualiscore, qui est un indice qui permet de noter sur une échelle de 1 à 10 la qualité perçue du logement sur la base de 17 critères que vous voyez apparaître à l'écran, donc je ne les reprends pas. Et quelques points essentiels par rapport à ça, premier point, c'est que la note moyenne que les Français donnent de leur logement est de 6,7 sur 10. Deuxième point intéressant, c'est d'observer dans l'histoire que finalement les logements les plus récents sont ceux qui sont les mieux appréciés de ce point de vue. Vous voyez qu'il y a un creux au moment des périodes des conflits mondiaux et de reconstruction, et que depuis l'émergence des réglementations acoustiques, thermiques notamment, et puis notoirement de la certification aussi que nous portons, puisque les logements certifiés sont encore mieux appréciés, cette qualité est bien perçue par l'habitant. On remarque aussi que les logements les plus anciens des deux siècles, enfin précédant le siècle précédent, donc 19e siècle, sont également bien notés. Deuxième point important, ce que nous avons appelé avec Ipsos les 5 plaies du logement. Qu'est-ce qui finalement est la nuisance principale ou la source principale d'insatisfaction dans son logement? Voilà, cinq éléments. Le sujet de la consommation d'énergie, le sujet du confort thermique, le sujet été-hiver, hein, le sujet du confort acoustique, voilà, quasiment à égalité. Tout ce qui a trait à l'aération, la ventilation, et quelque part ça sous-tend les sujets relatifs à la qualité de l'air intérieur, et puis enfin la qualité des matériaux de construction. Voilà pour ces quelques éléments généraux pour planter un peu le décor. Autre élément qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, on vit plutôt mieux, on apprécie mieux de vivre en maison plutôt qu'en appartement. On a une meilleure perception de la qualité de son logement lorsqu'on en est propriétaire plutôt que locataire. Tout ceci paraît assez logique. On a aussi une meilleure appréciation de la qualité de son logement et on s'y sent mieux lorsqu'on est plutôt à la campagne qu'à la ville. C'est le petit diagramme en bas à gauche. Et puis, bien sûr, quand on a de la verdure autour de soi, ça va aussi beaucoup mieux. Et vous voyez qu'il y a quand même des écarts dans la notation qui sont assez importants. Je précise qu'on travaille sur des échantillons
plutôt volumineux, hein, de 2000 à 5000 personnes par an, ce qui nous permet d'avoir vraiment une observation tout à fait robuste et qui est d'ailleurs constante dans le temps, qu'on remesure tous les ans avec l'Ipsos. Alors, quelques éléments aussi, on a parlé, vous en avez beaucoup parlé pour les précédents intervenants, du sujet de la ruralité, de la métropole. C'est ce qu'on a observé, en tout cas, il y a 2 ans, cette notion pour nous, de fracture territoriale inversée. C'est que certes, on sait qu'il y a des manques dans les villes rurales ou dans les zones rurales, mais que en fait, le Quali-score, tel qu'on le définit, est bien meilleur sur ces territoires que dans les métropoles, et a fortiori sur Paris et Paris intramuros, où on descend à 6,2 sur 10. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça et comment tout ça s'explique? Bien sûr, la taille du logement quand on est dans une commune rurale ou une ville moyenne par rapport à la taille idéale est peu différente, alors qu'il y a un écart très important en agglomération parisienne. Il y a beaucoup plus de maisons, bien sûr, dans le monde rural, donc on y vit beaucoup mieux. On a des nuisances qui sont propres à la ville, hein. Alors, on va parler du chant du coq tout à l'heure, mais visiblement, le chant du coq est moins gênant que le bruit de l'autobus ou le bruit des voisins, hein. Et donc, c'est en agglomération parisienne qu'on souffre le plus, hein, de ces nuisances sonores. On est plus propriétaire à la campagne que sur Paris. Et puis, on a aussi un autre critère qui est intéressant lorsqu'on parle des enjeux de rénovation de bâtiments, de rénovation énergétique des bâtiments. On a une meilleure appréciation aussi de son logement lorsqu'on a fait des travaux de rénovation, et ça a plus souvent été le cas dans les communes rurales qu'en ville. Alors, le sujet central qui nous amenait aujourd'hui à évoquer cet aspect de pandémie face à différents aspects, dont le logement. C'est ce que nous avons étudié l'an passé, en fait, hein. On avait choisi comme thématique l'espace de son logement, comment ceci influe sur la qualité du logement et la perception que les Français en ont. Et du coup, on a réalisé notre enquête au moment du premier confinement, qui a et du coup été un véritable révélateur d'un certain nombre d'éléments, mais notamment du besoin d'espace. Alors bien sûr, le logement était d'autant mieux adapté au confinement qu'il était grand. Ça paraît assez logique, mais c'est bien de se conforter avec ces chiffres-là. Et on retrouve cette différence qui existe entre la surface idéale du logement et la surface réelle, que j'ai évoquée tout à l'heure, entre la ville et la campagne, hein, pour faire simple, mais qu'on retrouve aussi au niveau des générations. Et donc, plus on est jeune, bien sûr, plus on vit dans une surface réduite et plus l'écart est important par rapport à la surface idéale. À l'inverse, quand on vieillit, lorsqu'on devient retraité, qu'on est senior, on s'approche de la surface idéale, hein, qui est de l'ordre de 67 mètres carrés par individu. Donc on voit bien que quand on est en ville à deux ou plus dans un petit appartement, ça coince. Je ne parle pas des étudiants à ce niveau-là, où là c'est bien sûr bien plus problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a observé aussi en termes d'insatisfaction vis-à-vis de l'agencement de son logement? Qu'est-ce qui est ressorti de cette enquête? Alors là, on n'est pas forcément sur les enjeux liés au confinement, mais c'est simplement ce qui se passe dans son logement en termes d'espace. La principale source d'insatisfaction, c'est le manque de rangement dans son logement. Sur la colonne de droite, vous voyez apparaître ce qui se passe en appartement, c'est forcément plus marqué, hein. Donc le manque de rangement, la taille et la dimension de la cuisine, on va voir pourquoi tout à l'heure, le nombre de pièces, plus généralement la superficie du logement et du séjour, et puis le plan général et la distribution de ce logement en dernier lieu. Donc le sujet du rangement, un sujet majeur, un petit constat. On a observé, et donc finalement, dans les logements les plus anciens, il y avait encore des caves et des greniers. Les logements construits après 2010, vous voyez que la proportion a été divisée par deux. Bon, on sait pourquoi, pour ce qui concerne les caves, par exemple, dans l'habitat collectif. On sait que ça présente des problématiques de sécurité, notamment. Ça a un coût. Mais clairement, derrière, c'est beaucoup moins de surface de rangement. Alors, autre constat qu'on a pu faire au travers de cette observation, c'est 41% des familles, c'est considérable, de moins de 2 enfants en appartement, ne disposent pas d'une chambre par enfant.
c'est là aussi une source d'insatisfaction importante. J'ai parlé de la cuisine tout à l'heure. Eh bien voilà, dans les cuisines, on n'a pas suffisamment de place pour son lave-vaisselle, on n'a pas suffisamment de place pour le tri sélectif. Et alors ça, c'est d'autant plus marqué que on vit en appartement ou, par exemple, en agglomération parisienne. Source d'insatisfaction importante aussi, le WC séparé. Voilà, 21% des Français vivent en appartement et sans disposer d'un WC séparé de la salle de bain. Et cette notion d'espace dont je parlais tout à l'heure, il faut bien sûr ne pas la considérer uniquement en termes de surface, mais plutôt en termes de volume. Et là, on a confronté nos observations au travers du Qualiscore, mais d'autres études que nous réalisons, qu'on appelle Calimètre, où là, on est allé avec les inspecteurs d'Ipsos dans des logements pour prendre un certain nombre de mesures sur une quarantaine de critères. Là, je fais le focus sur un seul sujet, qui est la hauteur sous plafond. Et chose assez, j'avoue, incroyable, c'est que si les Français ont grandi voilà, depuis 60 ans de 7 cm, eh bien la hauteur sous plafond des appartements a diminué de 27 cm. Aujourd'hui, lorsqu'on construit dans le neuf, sur certains territoires, on a des hauteurs sous plafond de 2,40 m. Alors, il y a plein de raisons à ça, hein, techniques, urbanistiques aussi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu aussi sur cette dimension, cette verticalité. Autre constat également qu'on a pu faire sur le vieillissement de la population. Bien sûr, lorsqu'on vieillit, et petit à petit, on a de plus en plus le souhait de rester chez soi. Et dans un cas sur deux, eh bien, le logement en question n'est pas adapté. Présence d'escalier, inadaptation de la salle de bain, etc., etc. Alors, tout ça, ça nous amène à plusieurs conclusions et nous dire, bah, finalement, il faut effectivement, alors ça a été esquissé par les chercheurs tout à l'heure, mais il faut repenser, optimiser l'aménagement intérieur du logement. Et là, intéressant, on a demandé aussi aux Français qu'est-ce qui était important pour eux, quelle était la pièce indispensable dont ils aimeraient disposer. Alors la pièce au sens large du terme, vous allez voir pourquoi. On retrouve la chambre pour chaque enfant, on retrouve le WC séparé, hein, c'est quelque part rassurant, hein, et puis le jardin, l'espace vert qui arrive en troisième rang, et on voit que la terrasse ou le balcon ne sont pas très éloignés. Donc là, il est clair que l'effet confinement a probablement joué. Et puis, en quatrième ex aequo, on retrouve cette notion d'espace dédié au rangement intégré. On sait que dans les logements actuels, dans les surfaces pour une typologie particulière, ont diminué de plus de 10% depuis une quinzaine d'années. Il n'y a plus de rangement et c'est là qu'on commence à rogner, effectivement, lorsqu'on a besoin de faire des économies ou de rentrer dans des contraintes urbanistiques. Alors, je parle de ces rangements, je reviens sur ce point parce que c'est vraiment un élément important. Au travers la note Qualiscore qui est attribuée au logement, on se rend compte que quand les gens sont satisfaits des capacités de logement, on a une note de 7,3. Lorsqu'ils sont insatisfaits des capacités de rangement, cette note est de 5,6. Mais donc, on voit bien que ça influence énormément l'appréciation qu'ont les Français sur la qualité de leur logement. Un point qui est intéressant sur le plan sociologique à regarder, c'est cette notion de pièce à vivre. Voilà, donc la cuisine ouverte, la cuisine fermée. Je préférerais une cuisine ouverte. On se rend compte que majoritairement, les Français sont plutôt aujourd'hui favorables à cette notion de cuisine ouverte. Ceci étant, c'est beaucoup lié à l'âge de la population. Donc c'est très vrai lorsqu'on est plus jeune. Et plus on vieillit, plus la famille s'étoffe. Et quand on arrive vers l'âge du senior, on a moins ce besoin en termes de notion de cuisine ouverte et d'espace et d'intégration dans la pièce à vivre. La pièce à vivre, pour le coup, les Français sont prêts à faire beaucoup de sacrifices, vous le voyez, selon la nature, en fonction sur les chambres, sur la salle de bain, etc., pour avoir cette pièce à vivre. Voilà, et puis pour terminer, alors c'est apparu rapidement à l'écran, mais ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est la notion d'adaptabilité,
de modularité, donc la faculté qu'a un logement aujourd'hui à pouvoir évoluer dans le temps. Et on se rend compte que là aussi, les logements aujourd'hui qui ont cette capacité, par leur dimension, des modes constructifs, etc., sont aussi ceux qui obtiennent une note au travers de notre Quali-score qui est sensiblement meilleure, 8 sur 10 pour un logement qui est très facile à faire évoluer, à l'inverse 6,2 sur 10 pour ceux qui sont plus difficiles à faire évoluer. Donc c'est clairement un sujet, je dirais, à travailler, notamment par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure. Espérons que ça ne dure pas forcément si longtemps, mais la multifonctionnalité aussi qui s'impose à nos logements dans cette période de confinement ou de couvre-feu. Voilà, si vous voulez faire vous-même l'évaluation de la qualité de votre logement avec le Quali-score, vous pouvez le faire sur le site de Qualitel, ça marche aussi. Et vous pourrez vous comparer avec la moyenne des Français de votre territoire, par typologie, etc. etc. Voilà l'éclairage que je pouvais apporter sur l'appréciation des Français sur la qualité de leur logement. J'espère avoir tenu Vous avez l'agenda. parfaitement tenu l'agenda et la durée. Je note que petit à petit, on voit réapparaître la notion de volume, qui est une notion qui effectivement avait un peu disparu. Et il n'est qu'à voir, tant qu'on peut, dans les quartiers, le succès d'idées loft, qui je rappelle veut dire un grenier à l'origine, comment c'est recherché. Le problème du rangement, je remarque que le commerce répond avec, vous savez, ces locations de petits box, on va dire des caves que vous pouvez louer assez facilement, pas trop loin juridiquement de votre domicile, mais on l'a tous compris que c'était pour des questions de superficie et de coût qu'on ne peut pas le faire. La réponse pourrait, par exemple, être en urbanistique, d'exonérer de taxes les parties rangement ou des choses comme ça, ce qui permettrait aux Français qui achèteraient de transformer tout ça en chambre ni vue ni connue. Mais enfin, passons. C'est un peu le problème, c'était le problème du garage, si vous vous souvenez, que beaucoup de gens ont transformé. On rêve du jardin, bon, ou de terrasse et de balcon. Je pense que ça dépasse le problème du confinement. De manière très générale, les gens de plus en plus rêvent un petit peu de l'espace. La cuisine ouverte, vous dites, c'est un problème de génération. C'est plutôt les jeunes. C'est les Français qui le disent. Hein, oui, enfin, à titre personnel, je me souviens, il y a 20 ans, mon Dieu, 20 ans maintenant, d'avoir fait une opération de promotion immobilière en très proche couronne dans les Hauts-de-Seine et d'avoir décidé que toutes les cuisines seraient dites à l'américaine. On appelait ça à l'époque, c'est-à-dire ouvertes. Et sur les 38 appartements, j'ai constaté que 38 fois, ces dames avaient fait fermer la cuisine. Alors, les réponses sont techniques faciles, hein. Parce que vous avez terminé en disant que les gens voulaient un logement évolutif. On voit la même demande maintenant dans les bureaux, on en parlera sûrement tout à l'heure. On veut pouvoir acheter un espace et l'aménager comme on l'entend, ce qui va à l'encontre de beaucoup de réglementations depuis passé. Donc peut-être là aussi il faudra évoluer, en disant je vous vends un volume et une superficie et on aménage comme vous voulez. C'est peut-être ça le... Oui, alors ça reste possible, mais ça doit vraiment s'imaginer dès le départ. Voilà, sans aller jusqu'aux chambres des athlètes des Jeux Olympiques qui deviendront des logements définitifs. Oui. Mais ça peut s'imaginer dès le départ, ça doit s'imaginer dès le départ, parce qu'il y a des réglementations qui sont inhérentes à la structure du bâtiment, l'acoustique par exemple, qui ont un impact majeur, et du coup, on ne peut pas adapter et modifier les choses n'importe comment. Certes, mais dans le mot ingénieur, il y a le mot génie, et j'aime bien qu'ils s'en souviennent. Voilà. Alors, maintenant, on a parlé du jardin, de l'aspiration. Merci, hein, Monsieur Desbarriers.